C'était un homme d'affaires prospère, entouré de luxe, de prestige et d'une épouse apparemment parfaite. Mais un seul doute silencieux a suffi pour déclencher l'étincelle d'un plan audacieux, feindre une perte de mémoire. Ce qui semblait une simple mise en scène révèle une sombre toile de manipulation, d'isolement et de trahison. Sauf qu'il n'était pas aussi vulnérable qu'elle l'imaginait, et la vérité, enregistrée en secret, allait éclater. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Édouard Martin avait toujours cru que la vie lui avait donné tout ce qu'un homme pouvait désirer. À 52 ans, il dirigeait un empire commercial qui avait débuté avec un petit cabinet comptable au centre de Paris et s'était transformé en une holding avec des investissements dans la technologie, l'immobilier et les énergies renouvelables. Les tours de verre qui abritaient ces entreprises dans le quartier d'affaires de la Défense n'étaient que la face visible d'un patrimoine bâti sur 3 décennies de travail acharné. Mais ce qui donnait vraiment à Édouard le sentiment d'être complet, ce n'étaient pas les chiffres impressionnants sur ses comptes en banque. C'était Isabelle, sa femme de 28 ans, aux cheveux bruns soyeux qui brillaient sous la lumière, aux yeux verts qui semblaient garder de doux secrets, et au sourire qui parvenait encore à accélérer son cœur, même après 5 ans de mariage. Elle avait 15 ans de moins que lui, oui, mais cela n'avait jamais été un problème pour eux. Du moins, c'est ce que Édouard croyait. L'appartement en attique à Neuilly-sur-Seine où ils vivaient était un reflet parfait de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Des jardins impeccables, entretenus par des professionnels, une piscine avec vue sur la ville, des meubles de créateurs et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées. Isabelle avait bon goût, savait recevoir ses invités avec élégance et complétait parfaitement l'image de succès qu'Édouard avait cultivée au fil des ans. Les samedis matins ensoleillés, ils avaient l'habitude de prendre leur petit déjeuner sur la terrasse, en feuilletant des magazines et en planifiant des voyages. Édouard observait Isabelle lire des articles sur la mode et la décoration, ses doigts délicats tournant les pages, et se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Elle l'appelait « mon amour », soutenait ses décisions professionnelles et semblait toujours sincèrement intéressée par ses projets. Mais quelque chose avait commencé à changer au cours des derniers mois. Édouard ne pouvait pas définir exactement ce que c'était, mais il avait l'impression de regarder sa propre vie de l'extérieur, comme un spectateur qui remarque des détails qui passaient inaperçus auparavant. Les changements étaient subtils, presque imperceptibles, mais ils étaient là. D'abord, il y a eu les appels téléphoniques. Isabelle avait toujours été discrète, mais maintenant ses conversations au téléphone semblaient encore plus réservées. Quand Édouard entrait dans la pièce où elle parlait, elle mettait rapidement fin à l'appel, avec des excuses vagues concernant des amis ou des engagements sociaux. Une fois, il lui a demandé qui avait appelé, et elle a répondu que c'était Marine, une amie de l'université. Édouard connaissait Marine, ils avaient dîné ensemble quelquefois, et il a trouvé étrange qu'Isabelle ne mentionne rien de ses projets avec elle par la suite. Puis sont venues les absences. Isabelle avait toujours été indépendante. Elle avait ses activités, ses cours d'art, ses après-midi au spa. Édouard respectait cela et admirait même le fait qu'elle ait sa propre vie. Mais dernièrement, ses sorties semblaient plus fréquentes et moins expliquées. « Je vais régler quelques petites choses », disait-elle en l'embrassant rapidement sur le front avant de partir. Quand il demandait quel genre de choses, elle souriait et répondait de manière évasive « Rien de grave, des affaires personnelles ». Ce qui dérangeait le plus Édouard, cependant, était quelque chose d'encore plus difficile à définir. C'était comme si Isabelle jouait le rôle de l'épouse aimante, au lieu d'être simplement une épouse aimante. Ses gestes d'affection semblaient calculés. Ses sourires arrivaient une seconde en retard, et ses « je t'aime » sonnaient comme une récitation. C'était comme si elle était toujours légèrement déconnectée, présente physiquement, mais mentalement ailleurs. Une nuit, Édouard se réveilla au milieu de la nuit et réalisa qu'Isabelle n'était pas dans le lit. Il se leva, inquiet, et la trouva dans le bureau, sur son ordinateur. L'écran s'éteignit dès qu'elle le vit à la porte, et elle expliqua qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle naviguait sur les réseaux sociaux. Mais Édouard remarqua qu'elle semblait tendue, presque coupable, comme si elle avait été surprise à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû.
C'est la semaine suivante qu'Édouard prit une décision qui allait tout changer. Il était dans son bureau, regardant par la fenêtre l'agitation frénétique de la défense, quand il réalisa qu'il avait besoin de réponses. L'incertitude consumait sa tranquillité d'esprit d'une manière que les plus grands défis professionnels n'avaient jamais réussi à faire. Édouard pensa à confronter directement Isabelle, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être la peur de se tromper et de détruire quelque chose de bon à cause d'une paranoïa infondée. Peut-être la peur d'avoir raison, de découvrir que la femme qu'il aimait n'était pas celle qu'il pensait. Quoi qu'il en soit, il devait savoir la vérité, et il devait la connaître d'une manière qui ne laisserait aucune place au doute. C'est alors qu'il se souvint de Marc Olivier, un détective privé qu'il avait rencontré lors d'une conférence sur la sécurité d'entreprise quelques années auparavant. Marc était discret, professionnel, et avait une réputation impeccable. Édouard hésita pendant une semaine entière avant de finalement composer le numéro qu'il avait gardé dans son répertoire. La rencontre eut lieu dans un café discret du Marais, loin des cercles sociaux et professionnels d'Édouard. Marc était un homme d'apparence ordinaire, le genre de personne qui passerait inaperçu dans n'importe quelle foule, une qualité essentielle dans sa profession. Il écouta Édouard expliquer ses soupçons sans montrer de jugement, posant simplement des questions pratiques et prenant des notes dans un petit carnet. « Monsieur Martin, » dit Marc quand Édouard eut fini de parler, « je comprends parfaitement votre situation. Ces enquêtes sont toujours délicates, surtout lorsqu'elles impliquent des relations intimes. Je vais être franc avec vous. Dans des cas comme celui-ci, soit nous trouvons des preuves claires que vos soupçons sont infondés, ce qui vous apportera la tranquillité d'esprit, soit nous trouvons des indices que quelque chose ne va vraiment pas. Êtes-vous préparé à l'une ou l'autre de ces possibilités ?» Édouard réfléchit un long moment avant de répondre. « Je dois connaître la vérité, Marc, quelle qu'elle soit. » Les semaines suivantes furent une torture silencieuse pour Édouard. Il maintenait sa routine normale, traitait Isabelle avec la même attention que toujours, participait aux dîners sociaux et aux réunions d'affaires comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, chacun de ses gestes, chaque mot, chaque regard était analysé sous une lentille de méfiance qu'il détestait porter. Isabelle, de son côté, semblait complètement inconsciente des doutes de son mari. Elle continuait d'être affectueuse, attentionnée, intéressée par ses affaires. Si elle cachait quelque chose, c'était une actrice exceptionnelle. Cela ne faisait qu'augmenter l'angoisse d'Édouard, qui commençait à remettre en question sa propre santé mentale. 3 semaines après avoir engagé le détective, Marc demanda une nouvelle rencontre. Cette fois, ils se retrouvèrent dans un restaurant japonais du 13e arrondissement, en fin d'après-midi d'un jeudi pluvieux. Édouard arriva le premier et choisit une table au fond, loin des oreilles indiscrètes. Marc arriva ponctuellement. À 18h, salua Édouard d'un signe de tête et s'assit en face de lui. Son expression était sérieuse, mais pas nécessairement grave. Il commanda un thé vert et attendit qu'Édouard fasse de même avant de commencer à parler. « Monsieur Martin, j'ai terminé l'enquête que vous m'avez demandée. Je dois dire que c'était un cas intéressant, mais pas de la manière que vous attendiez peut-être. » Marc ouvrit un dossier discret et en sortit quelques feuilles de papier. « J'ai trouvé quelques incohérences dans le comportement de votre femme, c'est vrai. Des horaires qui ne correspondent pas, des appels, à des numéros qu'elle n'a pas révélés, des rendez-vous qui n'ont pas été mentionnés. Mais rien qui ne constitue nécessairement une trahison ou quelque chose du genre. » Édouard ressentit un mélange de soulagement et de frustration. « Que voulez-vous dire exactement ?»« Je veux dire qu'il y a des éléments suspects mais pas concluants. Par exemple, votre femme a rencontré 3 fois un homme nommé Richard Fournier, toujours dans des cafés ou des lieux publics. Il semble avoir entre 40 et 45 ans, bien habillé, probablement un homme d'affaires ou un professionnel libéral. Les conversations duraient environ 1 heure, étaient clairement sérieuses, mais n'avaient pas une allure romantique. » Marc tourna l'une des pages et continua. Elle a également passé plusieurs appels à un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, mais cela peut avoir des explications innocentes. Peut-être qu'elle vous prépare une surprise, un investissement commun, ou qu'elle cherche simplement des conseils sur des questions financières personnelles. Édouard absorbait chaque mot, essayant de se faire une image cohérente. Et les appels mystérieux? La plupart étaient pour ce Richard et pour le cabinet d'avocats que j'ai mentionné. Quelques-uns à une compagnie d'assurance
d'autres à un conseiller financier. Rien qui ne soit nécessairement inquiétant, mais certainement des activités qu'elle a choisi de ne pas partager avec vous. Le détective rangea les papiers et regarda directement dans les yeux d'Édouard. « Mon opinion professionnelle, monsieur Martin, est que votre femme est impliquée dans une sorte de planification ou de projet qu'elle a choisi de garder secret. Cela peut être quelque chose de bénéfique, de neutre, ou quelque chose qui justifie vos préoccupations. Malheureusement, sans preuve plus concrète, je ne peux pas donner de réponse définitive. » Édouard paya l'addition et remercia Marc pour son travail. Mais il quitta le restaurant plus confus qu'il ne l'était en entrant. Les informations étaient suffisantes pour maintenir ses soupçons en vie, mais insuffisantes pour justifier une confrontation directe. Il avait besoin d'une stratégie différente. Quelque chose qui lui permettrait de découvrir la vérité sans alerter Isabelle de ses doutes. C'est pendant le trajet de retour à la maison, bloqué dans les embouteillages de l'avenue des Champs-Élysées, que l'idée lui vint comme un éclair. C'était risqué, dramatique, et exigerait une performance convaincante, mais cela pourrait être la clé pour révéler les véritables intentions de sa femme. Si Isabelle l'aimait sincèrement, sa réaction serait de prendre soin de lui et de le protéger. Si elle avait d'autres raisons d'être à ses côtés, cette situation révélerait sa vraie nature. Édouard sourit pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de détermination. Il allait simuler la perte de mémoire des 5 dernières années, précisément la période qui couvrait toute sa relation avec Isabelle. Ce serait comme regarder un film dont il ne connaissait que la moitié du scénario. Mais il aurait enfin l'occasion de voir comment l'histoire se terminerait vraiment. Ce soir-là, Édouard serra Isabelle dans ses bras avec une tendresse qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle répondit à l'étreinte, et pendant un instant, il faillit abandonner son plan. Peut-être se trompait-il, peut-être que ses soupçons n'étaient nés que le fruit d'une insécurité et d'une jalousie infondée. Mais quand elle s'écarta pour répondre à un appel qu'elle dit être urgent, Édouard réalisa qu'il devait aller jusqu'au bout. La vérité, quelle qu'elle soit, valait mieux que l'incertitude qui rongeait son âme. La mise en œuvre du plan exigeait soin et précision chirurgicale. Édouard ne pouvait pas simplement se réveiller un jour en prétendant ne plus se souvenir de rien. Une amnésie convaincante nécessitait une crédibilité médicale, et pour cela, il avait besoin d'un allié de confiance dans le domaine de la santé. Heureusement, il connaissait la bonne personne. Le docteur Henri Dubois était neurologue depuis plus de 20 ans, et un ami personnel d'Édouard depuis l'université. Ils avaient étudié ensemble à la Sorbonne, bien que dans des cursus différents. Édouard avait étudié la gestion, tandis qu'Henri avait suivi la médecine. Mais leur amitié avait résisté au temps et à leurs différentes trajectoires professionnelles. Henri était l'une des rares personnes en qui Édouard avait une confiance absolue, quelqu'un avec qui il pouvait être complètement honnête. Le cabinet d'Henri se trouvait dans un élégant immeuble du 8e arrondissement, un environnement qui combinait sophistication médicale et le confort nécessaire pour accueillir une clientèle exigeante. Édouard prit rendez-vous un vendredi après-midi, prétextant des maux de tête récurrents qui inquiétaient Isabelle. Ce n'était pas un mensonge complet. Les tensions des derniers mois lui avaient en effet causé quelques maux de tête. Quand il arriva au cabinet, Édouard fut accueilli par le sourire chaleureux habituel d'Henri. Le médecin était un homme grand, aux cheveux grisonnants, impeccablement coiffés, qui dégageait la compétence tranquille de celui qui avait consacré sa vie à aider les gens. Son bureau était organisé avec la précision typique d'un professionnel méticuleux, des diplômes au mur attestant de décennies d'études et de spécialisation. « Édouard, mon ami », salua Henri en lui tendant la main. « Ça fait longtemps. Comment va Isabelle? Et les affaires ?»« Henri, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très délicat, » répondit Édouard, sautant les politesses habituelles. Son expression sérieuse fit froncer les sourcils du médecin. « Bien sûr, assieds-toi. Que se passe-t-il » Édouard expliqua toute la situation. Les soupçons sur Isabelle, l'enquête non concluante et enfin, le plan qu'il avait élaboré pour découvrir la vérité. Henri écouta en silence, posant occasionnellement des questions précises, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « Édouard, es-tu sûr que c'est ce que tu veux faire? Simuler une pathologie neurologique est extrêmement risqué, tant sur le plan légal que personnel. Si cela s'ébruite, cela pourrait détruire non seulement ton mariage, mais aussi ta réputation professionnelle. Je connais les risques, Henri,
mais je ne peux pas continuer à vivre avec ces doutes. J'ai besoin de savoir si la femme avec qui je partage ma vie m'aime pour ce que je suis, ou si je suis manipulé. Édouard prit une profonde inspiration. Si elle m'aime vraiment, elle prendra soin de moi. Si elle a d'autres intérêts, cette situation révélera sa vraie nature. Henri resta silencieux un long moment, tapotant ses doigts sur le bureau. Finalement, il soupira. « D'accord, je vais t'aider, mais à certaines conditions. Premièrement, nous allons établir un protocole médical réel. Tu vas faire tous les examens nécessaires pour écarter tout problème neurologique authentique. Deuxièmement, nous resterons en contact permanent. Au moindre signe que les choses dérapent, nous mettons fin à la mascarade immédiatement. Troisièmement, tu dois comprendre que cela pourrait ne pas fonctionner. Isabelle pourrait simplement appeler un deuxième médecin ou se douter de quelque chose. Je comprends tous les risques et j'accepte tes conditions. Alors planifions ça correctement. » Les deux hommes passèrent les 2 heures suivantes à élaborer chaque détail. Henri expliqua qu'une amnésie rétrograde focale, affectant spécifiquement les 5 dernières années, bien que rare, était médicalement possible. Elle pouvait résulter d'un traumatisme crânien, d'un accident vasculaire cérébral mineur, ou même d'événements de stress extrême. Le plus important était qu'Édouard reste cohérent dans son jeu. Certains souvenirs devraient rester intacts pour rendre la condition crédible. Tu te souviendras de qui tu es, de ton enfance, de ta carrière, jusqu'à environ 2019. Mais tout ce qui concerne ta relation avec Isabelle, l'achat de l'appartement actuel, certains investissements récents, tout cela devra disparaître de ta mémoire consciente, expliqua Henri. Une personne amnésique est généralement confuse, mais pas nécessairement handicapée. Tu peux fonctionner normalement dans la plupart des situations, juste avec des lacunes spécifiques. Édouard absorba chaque directive. Henri l'instruisit également sur la manière de réagir à différents stimuli, comment montrer une confusion appropriée, sans exagérer, et comment gérer les situations qui pourraient compromettre la mise en scène. « Faisons comme ça », proposa Henri. « La semaine prochaine, tu viendras ici pour des examens de routine. Je documenterai tout, créerai un dossier médical qui justifie notre inquiétude quant à d'éventuels problèmes neurologiques. Puis, à la fin de la semaine suivante, tu vas t'évanouir à la maison. Isabelle appellera une ambulance. Tu seras amené à l'hôpital où j'ai mes droits d'exercice et je dirigerai tout le processus médical. Ça et les autres médecins, ils ne se douteront de rien. Je n'impliquerai que des personnes de ma confiance absolue, un interne qui travaille avec moi depuis des années et une infirmière qui est presque de la famille. Ils comprendront la situation et collaboreront discrètement. » Édouard quitta le cabinet en se sentant à la fois soulagé et appréhensif. Le plan prenait forme, mais l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à faire commençait à peser sur ses épaules. Il pariait littéralement son mariage, et peut-être bien plus, sur une mise en scène qui pouvait aussi bien révéler la vérité que détruire toute chance de bonheur qui restait dans sa vie. Au cours de la semaine suivante, Édouard se comporta de manière tout à fait normale. Il participa à des réunions d'affaires, dîna avec Isabelle, maintint sa routine sociale. Mais intérieurement, il répétait. Il passait des heures à imaginer comment il réagirait à différentes situations, comment il exprimerait la confusion sans paraître suspect, comment il maintiendrait la cohérence de sa prétendue perte de mémoire. Le mercredi, il passa les examens demandés par Henri. IRM, scanner, analyse de sang complète. Tout pour créer un dossier médical qui justifierait l'inquiétude pour sa santé neurologique. Les résultats, évidemment, furent normaux, mais ils furent documentés dans le dossier qu'Henri était en train de construire. Isabelle montra un intérêt modéré pour les examens. Elle demanda si tout allait bien, s'il y avait une raison spécifique à cette batterie de tests. Édouard expliqua que c'étaient des examens de routine recommandés pour les hommes de son âge, surtout compte tenu du stress du travail. Elle accepta l'explication sans trop poser de questions, ce qui, d'une certaine manière, déçut Édouard. Une épouse vraiment inquiète n'aurait-elle pas insisté pour avoir plus de détails? Alors, vendredi suivant, le jour J arriva. Édouard se leva tôt, prit son petit déjeuner avec Isabelle, se comporta normalement toute la matinée. À 14 heures, suivant le scénario répété avec Henri, il commença à se plaindre d'un mal de tête intense. Isabelle suggéra qu'il prenne un analgésique et se repose un peu. « C'est différent des autres fois, » dit Édouard, en se pressant les tempes avec les doigts. « C'est comme si quelque chose martelait à l'intérieur de ma tête. »
Vers 16 heures, Édouard était dans le bureau de la maison quand il exécuta la partie la plus risquée du plan. Il cria le nom d'Isabelle et se laissa tomber au sol, en prenant soin de ne pas se blesser réellement. Le bruit du corps heurtant le sol fut assez fort pour être entendu à l'étage inférieur. Isabelle monta en courant, suivie de Marthe, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis plus de 10 ans. Elles trouvèrent Édouard étendu à côté du bureau, apparemment inconscient. Isabelle s'agenouilla à ses côtés, vérifia son pouls, l'appela plusieurs fois. Édouard garda les yeux fermés, respirant de manière irrégulière, comme il l'avait répété. « Marthe, appelez une ambulance, maintenant !» cria Isabelle, la voix chargée de panique. L'ambulance arriva en 15 minutes. Édouard fut transporté à l'hôpital américain de Paris, où Henri attendait déjà. Pendant le trajet, Édouard resta dans un état semi-conscient, répondant aux stimuli de base, mais paraissant profondément confus. À l'hôpital, Henri prit personnellement en charge le cas. Il mena une série d'examens, tous planifiés à l'avance, pendant qu'Isabelle attendait dans la salle d'attente. À 20 heures, Henri sortit pour lui parler. « Isabelle, Édouard est stable maintenant. Il a repris conscience, mais nous sommes préoccupés par certaines questions neurologiques. J'aimerais que vous me parliez en privé. » Avant de le voir, ils se dirigèrent vers le bureau du médecin à l'hôpital. Henri expliqua la situation de manière prudente et convaincante. Édouard a subi ce que nous appelons une amnésie rétrograde focale. C'est une condition rare, mais documentée dans la littérature médicale. Il se souvient de qui il est, de son enfance, d'une grande partie de sa vie professionnelle. Mais il a complètement perdu les souvenirs des 5 dernières années. Il ne se souvient pas de votre mariage, de la maison où vous vivez maintenant, des événements importants de cette période. Isabelle pâlit. Est-ce permanent? Nous ne le savons pas encore. Cela peut être temporaire, mais aussi permanent. Nous allons le surveiller de près, faire plus d'examens, essayer quelques techniques de stimulation de la mémoire. Mais pour l'instant, vous devez être préparé au fait qu'il ne se souvient de rien concernant votre relation. La réaction d'Isabelle fut intéressante à observer. D'abord, elle montra un choc authentique, puis une inquiétude qui semblait réelle. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle essayait de cacher. Une sorte de calcul mental, comme si elle évaluait rapidement ce que cette situation signifiait pour elle. « Je peux le voir maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui, mais préparez-vous. Il se peut qu'il ne vous reconnaisse pas. » Édouard était allongé sur le lit de l'hôpital, paraissant faible mais conscient. Quand Isabelle entra dans la chambre, il la regarda comme si elle était une étrangère. L'expression de confusion qu'il afficha était le produit de semaines de répétition mentale. « Excusez-moi, » dit Édouard d'une voix faible. « Le médecin a dit que vous êtes ma femme, mais je ne me souviens pas de vous. Je suis désolé. » Isabelle s'approcha du lit, les yeux remplis de larmes. « Édouard, c'est moi, Isabelle. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tu ne te souviens vraiment pas de moi ?» Édouard l'étudia attentivement, comme s'il essayait de retrouver un souvenir perdu. « Vous êtes très belle, » dit-il finalement, « et j'imagine que j'ai dû tomber éperdument amoureux de vous pour me marier. Mais je ne me souviens de rien. C'est comme si ces années n'existaient tout simplement pas dans ma mémoire. » Les larmes d'Isabelle semblaient authentiques, mais Édouard remarqua qu'elle se ressaisit rapidement. Trop rapidement pour quelqu'un qui venait de découvrir que son mari ne se souvenait plus de son existence. « Nous allons surmonter ça ensemble, » dit-elle en lui prenant la main. « Je vais t'aider à retrouver tes souvenirs. Nous avons tellement de beaux souvenirs, tellement de moments spéciaux. Je vais te montrer des photos, te raconter des histoires, faire en sorte que tu te souviennes comment nous sommes tombés amoureux. » Édouard serra légèrement sa main. « Ce serait très gentil de votre part. Ça doit être terrible pour vous d'avoir un mari qui ne se souvient même pas de son propre mariage. L'important, c'est que tu sois en vie et en bonne santé. Le reste, nous le découvrirons ensemble. » Henri retourna dans la chambre et expliqua qu'Édouard pourrait rentrer chez lui le lendemain, mais qu'il aurait besoin de soins spéciaux et d'un repos absolu. Il recommanda également d'éviter les situations stressantes et de ne pas forcer la mémoire. Cette nuit-là, Édouard resta seul dans la chambre d'hôpital, réfléchissant à la réaction d'Isabelle. Il y avait quelque chose dans sa réponse qui ne collait pas parfaitement. La tristesse semblait réelle, mais il y avait une retenue, une froideur subtile, qu'il n'attendait pas d'une épouse dévastée par l'amnésie de son mari. Plus intriguant encore fut la rapidité avec laquelle elle s'adapta à la situation.
Une personne sincèrement bouleversée serait restée plus longtemps en état de choc, aurait posé plus de questions, aurait montré plus de désespoir. Isabelle, en revanche, passa rapidement en mode résolution de problèmes, comme si elle planifiait déjà comment gérer cette nouvelle réalité. Édouard sourit dans l'obscurité de la chambre d'hôpital. Le plan fonctionnait mieux que prévu. Si Isabelle était l'épouse aimante qu'elle prétendait être, elle serait dévastée, en larmes, cherchant un deuxième avis médical, remuant ciel et terre pour l'aider à retrouver la mémoire. Au lieu de cela, elle semblait s'ajuster à la situation avec une facilité inquiétante. Le lendemain, quand Isabelle vint le chercher, Édouard remarqua qu'elle s'était habillée avec un soin particulier. Des vêtements élégants mais conservateurs, un maquillage subtil, des cheveux impeccables. C'était comme si elle se préparait à jouer le rôle de l'épouse dévouée pour un public. Pendant le trajet de retour à la maison, Isabelle parla de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle raconta les voyages qu'ils avaient faits, les dîners spéciaux, les moments romantiques. Édouard écoutait tout avec attention, posant des questions occasionnelles, mais quelque chose dans ces histoires sonnait comme une récitation, comme si elle débitait un scénario préparé. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Édouard feignit d'être impressionné par la maison. « Nous habitons ici, c'est magnifique. Nous l'avons acheté il y a 3 ans, expliqua Isabelle. Tu disais que tu voulais un endroit où nous pourrions bien recevoir nos amis et avoir de l'intimité en même temps. » Édouard parcourut les pièces comme s'il les voyait pour la première fois. Et dans son jeu, il se permit de montrer une surprise authentique pour certains détails qu'il avait vraiment oubliés, comme un tableau spécifique dans le hall d'entrée ou la disposition des meubles dans le salon. « J'ai bon goût », plaisanta-t-il, essayant de garder un ton léger. Isabelle sourit, mais Édouard remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons bon goût. Nous avons tout choisi ensemble. » Marthe, la gouvernante, les accueillit avec une préoccupation évidente. Elle connaissait Édouard depuis longtemps, avant même de connaître Isabelle, et sa réaction à la prétendue amnésie semblait sincèrement bouleversée. « Monsieur Édouard, comment vous sentez-vous » demanda-t-elle avec la familiarité de quelqu'un qui le connaissait depuis des années. « Un peu confus, pour être honnête, Marthe. Le médecin a dit que vous travaillez ici depuis longtemps. Excusez-moi, mais je ne me souviens pas quand vous avez commencé. » Marthe regarda Isabelle avec une expression étrange avant de répondre. « Je travaille pour monsieur depuis plus de 10 ans, avant même votre mariage. » « Marthe a très bien pris soin de nous toutes ces années, » intervint rapidement Isabelle. « Elle est pratiquement de la famille. » Cette première nuit à la maison, Édouard observa attentivement Isabelle. Elle fut attentionnée, prépara un dîner spécial, montra des albums de photos du mariage. Mais il y avait quelque chose de mécanique dans son dévouement, comme si elle suivait un protocole au lieu de s'occuper spontanément de son mari malade. Ce qui attira le plus l'attention d'Édouard fut la rapidité avec laquelle Isabelle prit le contrôle de la situation. Elle décida qu'il devrait se reposer dans la chambre d'amis pour ne pas être dérangé, organisa ses médicaments, contrôla ses visites et suggéra même qu'il serait préférable qu'il évite les contacts professionnels jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. « Nous ne voulons pas que le stress du travail entrave ta guérison, » dit-elle, en rangeant son téléphone portable professionnel dans un tiroir. « Pour l'instant, laisse-moi m'occuper de tout. » Édouard accepta passivement, mais intérieurement, il resta sur ses gardes. Une épouse inquiète chercherait à normaliser la vie de son mari, pas à l'isoler complètement. Le comportement d'Isabelle suggérait un désir de contrôle qui allait au-delà des soins médicaux nécessaires. Cette nuit-là, allongé seul dans la chambre d'amis, Édouard réfléchit aux premières heures de sa prétendue amnésie. La réaction d'Isabelle n'était pas ce qu'il attendait d'une épouse aimante. Elle était trop calculée, trop contrôlante, trop opportune. Il commençait à soupçonner que son intuition était juste et que les jours suivants révéleraient des aspects d'Isabelle qu'il n'avait jamais imaginés. Le jeu venait de commencer et Édouard était déterminé à le jouer jusqu'au bout, peu importe à quel point la vérité pouvait être douloureuse. Les jours suivants révélèrent une nouvelle facette d'Isabelle qu'Édouard n'avait jamais vue. C'était comme si l'amnésie avait libéré quelque chose en elle, un besoin de contrôle qui était auparavant caché sous des couches de charme et de douceur. Elle assuma entièrement la responsabilité de sa guérison, devenant à la fois son infirmière, sa thérapeute et la gardienne de ses souvenirs perdus. La première semaine à la maison, Isabelle établit une routine stricte pour Édouard.
Petit déjeuner à 8 heures, médicaments à 9 heures, séance de thérapie de la mémoire à 10 heures, déjeuner léger à midi, repos obligatoire de 14 à 16 heures, goûter à 17 heures, dîner à 19 heures, et encore des médicaments avant de dormir. Tout écart à cet emploi du temps était doucement, mais fermement, découragé. Le docteur Henry a dit que la structure est fondamentale pour la récupération neurologique, expliquait-elle chaque fois qu'Édouard suggérait un changement dans la routine. Nous devons être disciplinés si nous voulons que ta mémoire revienne. Édouard remarqua qu'elle mentionnait toujours le docteur Henry comme l'autorité suprême, mais curieusement, elle ne suggéra jamais qu'il rende visite au médecin pour des consultations de suivi. Quand Édouard posa la question, Isabelle répondit qu'elle pensait qu'il valait mieux ne pas le surcharger de déplacements inutiles, du moins jusqu'à ce qu'il soit plus fort. C'est au cours de la 2e semaine qu'Isabelle commença à présenter les preuves de leur vie commune. Elle rentra un après-midi avec plusieurs boîtes de photographies, affirmant qu'elle avait organisé chronologiquement tous les moments spéciaux de leur relation. « J'ai tout trouvé rangé dans le bureau », dit-elle en ouvrant la première boîte avec un soin théâtral. « Ce sont 5 ans de notre histoire. Je suis sûr que voir ces photos aidera à réveiller quelques souvenirs. » Édouard examina les photographies avec un intérêt sincère, mais il remarqua bientôt quelque chose d'étrange. Bien que les photos le montrent clairement avec Isabelle dans divers lieux et situations, il y avait une qualité artificielle dans beaucoup d'entre elles. Certaines semblaient avoir été retouchées numériquement avec un éclairage incohérent ou des perspectives qui n'avaient pas de sens. D'autres montrèrent des situations qu'il était certain de n'avoir jamais vécues. Une photo en particulier l'intrigua. Elle les montrait sur une plage tropicale, soi-disant pendant leur lune de miel aux Maldives. Édouard se souvenait vaguement d'être allé aux Maldives, mais seul lors d'un voyage d'affaires quelques années auparavant. Sur la photographie, cependant, Isabelle apparaissait à ses côtés, portant un bikini rouge, souriant à l'appareil photo dans une pose parfaitement naturelle. « C'était notre lune de miel », dit Isabelle, remarquant son intérêt pour la photo. « Tu as insisté pour aller dans un endroit paradisiaque. Tu disais que tu voulais commencer notre vie de mariés de la manière la plus romantique possible. » Édouard étudia l'image de plus près. Sa propre apparence sur la photo correspondait à la période dont il se souvenait de son voyage en solitaire, mais la présence d'Isabelle était clairement ajoutée ultérieurement. Le travail de retouche était professionnel, presque imperceptible, mais quelques détails révélaient la manipulation. Son ombre tombait dans une direction différente de la sienne, et la qualité de la peau sur son image était légèrement différente du reste de la photographie. « C'est étrange », commenta Édouard avec précaution. « Je regarde cette photo et j'ai la vague sensation d'avoir déjà été à cet endroit, mais je ne me souviens pas que tu étais avec moi. »« C'est normal », répondit rapidement Isabelle. « Le médecin a dit que parfois des fragments de mémoire reviennent avant d'autres. Peut-être que tu te souviens du lieu, mais pas encore des émotions et des personnes impliquées. » En plus des photographies, Isabelle commença à présenter d'autres artefacts de leur relation. Un journal qu'elle prétendait avoir tenu pendant les premières années de leur mariage, rempli de récits détaillés de moments romantiques et de déclarations d'amour passionné d'Édouard. Des lettres d'amour qu'il lui aurait écrites, bien que l'écriture soit légèrement différente de la sienne. « Tu as toujours été très romantique, » dit-elle, en montrant une lettre particulièrement effusive. « Tu as écrit ça pour notre premier anniversaire de couple. Lis-la à voix haute, peut-être que ça aidera à réveiller un souvenir. » Édouard lut la lettre, qui était remplie de promesses éternelles et de déclarations d'amour dramatiques. Le style d'écriture ne correspondait pas à sa façon de s'exprimer, et il y avait des références à des événements qu'il était certain de n'avoir jamais vécus. Mais il joua le rôle du mari confus, essayant de reconstruire des souvenirs perdus. « On dirait vraiment quelque chose que j'écrirais, » mentit-il. « Bien que je ne me souvienne pas de l'avoir écrit, je peux sentir l'émotion derrière les mots. » Le sourire de satisfaction d'Isabelle fut presque imperceptible, mais Édouard le capta. Elle était clairement fière de sa reconstitution élaborée du passé, mais elle testait aussi jusqu'où il croirait ses versions des faits. Pendant cette période, Édouard remarqua qu'Isabelle contrôlait rigoureusement ses contacts avec le monde extérieur. Quand de vieux amis appelaient pour savoir comment il allait, elle répondait personnellement et expliquait qu'il n'était pas encore en état de recevoir des visites. Quand ses associés tentèrent de le contacter pour des questions urgentes de l'entreprise, elle intercepta les appels et promit de transmettre des messages
qui ne lui parvenait jamais. « Je te protège du stress inutile », expliquait-elle chaque fois qu'Édouard s'interrogeait sur un contact manqué. Le docteur Henry a été très clair sur l'importance de garder ton esprit libre de soucis pendant cette phase de récupération. Marthe, la gouvernante, observait tous ces développements avec un malaise croissant. Édouard pouvait voir dans ses yeux une inquiétude qui allait au-delà des soins normaux pour sa santé. Elle connaissait Édouard depuis longtemps, connaissait ses habitudes, sa personnalité, sa façon de réagir aux situations. Et quelque chose dans le comportement actuel d'Isabelle la dérangeait clairement. Un matin, alors qu'Isabelle était sortie pour ce qu'elle appelait une consultation avec un spécialiste en thérapie de la mémoire, Marthe s'approcha d'Édouard avec une nervosité évidente. « Monsieur Édouard, » dit-elle à voix basse en regardant autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Marthe. Qu'y a-t-il ? Vous ne vous souvenez vraiment de rien des 5 dernières années ?» La question était trop directe pour être de la simple curiosité. Édouard réalisa que Marthe avait remarqué quelque chose, mais il ne pouvait pas briser sa mise en scène, même pour quelqu'un en qui il avait confiance. « Non, Marthe, c'est comme si ces années avaient simplement disparu de ma mémoire. »« Pourquoi ?» Marthe hésita, luttant clairement avec un dilemme intérieur. « C'est juste que certaines des choses que Madame Isabelle a racontées sur votre passé ne correspondent pas à ce que j'ai vu. » Édouard sentit son cœur s'accélérer, mais il garda une expression neutre. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, elle a montré cette photo de vous aux Maldives, n'est-ce pas? Mais je me souviens très bien de ce voyage. C'était il y a 3 ans, et vous y êtes allé seul. C'était un voyage d'affaires, vous n'êtes resté que 4 jours, et vous êtes revenu en vous plaignant de ne même pas avoir eu le temps de profiter de la plage. » Édouard absorba cette information, feignant la confusion. « En es-tu sûre, Marthe ?»« Oui, j'en suis sûr. Et il y a d'autres choses. Elle a parlé de dîners romantiques que vous auriez eus dans des restaurants spécifiques, mais je sais que vous êtes allé dans ces endroits avec moi, quand vous m'avez demandé de vous accompagner pour choisir des cadeaux d'anniversaire pour elle. » La gouvernante fit une pause, regardant à nouveau autour d'elle. « Monsieur Édouard, je ne veux pas causer de problème, mais quelque chose ne va pas. Madame Isabelle est différente, plus contrôlante. Et ces histoires qu'elle raconte, certaines sont vraies, mais d'autres sont inventées, » compléta. Édouard mentalement, mais à voix haute, il dit seulement « Peut-être qu'elle confond les dates ou mélange différentes occasions. Le stress de ma situation doit l'affecter aussi. » Marthe ne sembla pas convaincue, mais elle hocha la tête à contre-cœur. « C'est peut-être ça, mais si vous remarquez quelque chose d'étrange, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. » Cette conversation avec Marthe confirma les soupçons croissants d'Édouard sur ce que faisait Isabelle. Elle ne s'occupait pas seulement de lui, elle reconstruisait activement une version alternative de la réalité, une version où elle apparaissait comme l'épouse aimante et dévouée qu'elle n'avait peut-être jamais été dans la vie réelle. C'est au cours de la 3e semaine que la situation atteignit un nouveau niveau. Isabelle annonça qu'elle avait organisé une réunion importante pour cet après-midi-là. « Tu te souviens de Richard Fournier ?» demanda-t-elle nonchalamment pendant le déjeuner. « Il est ton associé dans certains investissements internationaux. Il a appris ton accident et veut te rendre visite pour discuter de certains projets en cours. » Édouard n'avait jamais entendu parler de Richard Fournier, mais il feignit l'effort mental d'essayer de se souvenir. « Le nom ne me dit rien. Quel genre d'investissement? Technologie verte, énergie renouvelable. Vous développiez un projet très prometteur avant l'accident. Richard s'inquiète des délais et a besoin de quelques signatures de ta part pour maintenir le tout à flot. » Quelque chose dans le ton d'Isabelle alerta Édouard. Il y avait une urgence sous-jacente dans sa voix, une anxiété qu'elle tentait de dissimuler sous une apparente préoccupation. « Je ne sais pas si je suis prêt pour des discussions d'affaires, » dit Édouard. « Mon esprit est encore très confus. »« Je sais, mon amour, mais ce ne sont que quelques formalités. Je serai à tes côtés tout le temps et Richard est une personne très compréhensive. Si tu te sens dépassé, nous mettrons fin à la réunion immédiatement. » À 16 heures, Richard Fournier arriva à l'appartement, accompagné d'un homme plus jeune qui se présenta comme Lucas, son assistant personnel. Richard était exactement comme Marc, le détective, l'avait décrit. Il paraissait avoir 45 ans, bien habillé,
avec l'apparence fiable d'un cadre supérieur prospère. Lucas semblait avoir une trentaine d'années, portait des lunettes élégantes et tenait une mallette en cuir. « Édouard !» salua Richard avec une familiarité feinte. « Quel plaisir de te voir debout. Isabelle m'a parlé de l'accident. Comment te sens-tu ?»« Confus, » répondit honnêtement Édouard. « Désolé, mais je ne me souviens pas de nos affaires ensemble. »« Tout à fait compréhensible, » dit Richard, s'asseyant confortablement dans le salon. « En fait, cela pourrait même être un avantage. Nous pourrons tout revoir depuis le début, nous assurer que tu comprends parfaitement les projets dans lesquels nous sommes impliqués. » Lucas ouvrit la mallette et en sortit une série de documents d'apparence impressionnante. Il y avait des rapports détaillés sur des projets d'énergie solaire en Espagne, des investissements dans des parcs éoliens dans le sud de l'Italie et une coentreprise pour le développement de technologies de batteries durables. Ce projet en particulier, dit Richard en montrant un ensemble de documents, représente un investissement initial de 5 millions d'euros de ta part. Le retour sur investissement projeté est de 400% en 3 ans. Édouard examina attentivement les papiers. Ils semblaient légitimes à première vue, avec des logos professionnels, des signatures certifiées conformes et un langage juridique approprié. Mais il y avait de petits détails qui n'avaient pas de sens, des dates incohérentes, des références à des législations qu'il savait inexistantes et des termes techniques utilisés de manière incorrecte. « Ça semble très prometteur, » dit Édouard diplomatiquement, « mais je dois avouer que je ne me souviens pas d'avoir autorisé cet investissement initial. »« C'est parfaitement naturel, » intervint Isabelle. « Tu as signé les documents préliminaires la semaine avant l'accident. J'étais présente, je m'en souviens parfaitement. » Richard sourit de manière rassurante. « L'important, c'est que nous avons maintenant besoin de ton approbation pour la phase suivante. Ce ne sont que quelques signatures sur des documents que tu avais déjà approuvés conceptuellement. » Lucas présenta une série de formulaires, tous avec des marques colorées, indiquant où Édouard devait signer. Les montants étaient impressionnants, virements internationaux, investissements dans des fonds offshore et autorisation de mouvements financiers totalisant plus de 15 millions d'euros. « Ça semble être beaucoup d'argent, » commenta Édouard, feignant la prudence naturelle de quelqu'un de confus quant à sa situation financière. « Tu as toujours été un investisseur agressif, » expliqua Richard. « Tu disais toujours que les grands rendements exigent de grands risques. Et ce projet représente l'opportunité de multiplier ton patrimoine de manière substantielle. » Édouard remarqua qu'Isabelle observait chacune de ses réactions avec une attention intense. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant, une froideur calculatrice qui contrastait complètement avec l'inquiétude amoureuse qu'elle avait montrée ces dernières semaines. « J'ai besoin de temps pour étudier ces documents, » dit finalement Édouard. « Ma condition actuelle ne me permet pas de prendre des décisions aussi importantes de manière précipitée. » La déception momentanée qui traversa le visage de Richard fut rapidement remplacée par une compréhension professionnelle. « Bien sûr, c'est une décision importante. Que dirais-tu si nous laissions les documents ici pour que tu puisses les examiner tranquillement? Nous pourrions revenir la semaine prochaine pour tes signatures. Ce serait parfait, » acquiesça Édouard. Après le départ de Richard et Lucas, Isabelle montra une irritation subtile, mais perceptible. « Mon amour, tu as toujours fait confiance à Richard. C'est l'un de tes partenaires d'affaires les plus anciens et les plus fiables. Je ne comprends pas cette hésitation. »« C'est juste de la prudence, » répondit Édouard. « Avec ma mémoire compromise, je dois être encore plus prudent avec les décisions financières. Mais j'étais présente quand tu as approuvé ces investissements à l'origine. Je peux confirmer qu'ils sont légitimes. » Édouard regarda dans les yeux d'Isabelle et vit quelque chose qui le glaça jusqu'à la moelle. Ce n'était pas de l'amour, ni de l'inquiétude, ni même une irritation normale. C'était la frustration froide de quelqu'un dont les plans étaient à contrarier. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'amis, Édouard réfléchit à la journée. La mise en scène de l'amnésie avait révélé plus que ce à quoi il s'attendait. Isabelle ne se contentait pas de cacher ses vrais sentiments. Elle essayait activement de le manipuler financièrement, utilisant sa prétendue vulnérabilité mentale comme une opportunité pour extraire des sommes substantielles de son patrimoine. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la sophistication du plan. Richard Fournier n'était pas un amateur, ses documents étaient convaincants, son comportement était professionnel et son histoire sur les investissements antérieurs était assez plausible
pour tromper quelqu'un de sincèrement confus par une perte de mémoire. Édouard réalisa qu'il n'avait pas affaire seulement à une épouse insatisfaite ou intéressée. Il était confronté à une opération de fraude organisée, impliquant peut-être plusieurs personnes et méticuleusement planifiée pour exploiter sa confiance et sa prétendue incapacité mentale. Mais il avait un avantage que les escrocs ne connaissaient pas. Son esprit était parfaitement lucide, et maintenant il savait exactement contre quoi il se battait. À partir de ce moment, chaque mouvement serait calculé pour rassembler des preuves et préparer sa défense contre ce qui était clairement une tentative élaborée de voler sa fortune. Le jeu avait complètement changé de nature, et Édouard était déterminé à gagner. Le tournant décisif vint de là où Édouard s'y attendait le moins. Le lendemain matin de la rencontre avec Richard, Marthe s'approcha de lui avec une expression qui mêlait nervosité et détermination. Isabelle était sortie pour ce qu'elle appelait une consultation médicale de routine, les laissant seuls dans la maison. « Monsieur Édouard, » dit Marthe à voix basse, « je dois vous montrer quelque chose. Hier, après la réunion, j'ai remarqué que Madame Isabelle était très agitée. Elle est restée tard dans le bureau, parlant au téléphone et sur l'ordinateur. Quand elle est finalement allée se coucher, j'ai décidé d'enquêter. » Édouard sentit son cœur s'accélérer, mais il garda une expression neutre. « Qu'as-tu trouvé, Marthe ?» La gouvernante regarda à nouveau autour d'elle, puis sortit un petit téléphone portable de la poche de son tablier. « J'ai trouvé ça caché dans un livre sur l'étagère. Madame Isabelle a dû oublier de le ranger correctement après l'agitation d'hier. » Édouard prit l'appareil. C'était un smartphone simple, sans identification de l'opérateur, clairement utilisé pour des communications qu'Isabelle ne voulait pas qu'on puisse retracer jusqu'à elle. « J'ai réussi à l'ouvrir parce que j'ai vu Madame Isabelle taper le mot de passe une fois, » expliqua Marthe. « C'est la date de votre mariage. » Édouard accéda au message du téléphone et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait des dizaines de conversations entre Isabelle et Richard, datant de plusieurs mois avant son prétendu accident. Les messages révélaient un plan détaillé et calculateur qui allait bien au-delà de ses pires soupçons. « Le médecin attestera de son incapacité mentale vendredi », disait un message d'Isabelle à Richard. « Après ça, tu pourras insister davantage pour les signatures. »« Et s'il résiste ?» répondait Richard. « Il ne résistera pas longtemps. J'augmente progressivement le dosage. Dans 2 semaines, il sera suffisamment confus pour signer n'importe quoi. » Édouard lut avec une horreur croissante un échange de messages sur des médicaments qui étaient secrètement mélangés à sa nourriture. Ce n'étaient pas des médicaments mortels, mais des substances qui provoquaient une désorientation et une confusion mentale, créant des symptômes artificiels qui justifieraient une déclaration légale d'incapacité. Il y avait aussi des conversations sur un faux neurologue nommé Dr Leroy, qui serait présenté comme un 2e avis médical et qui attesterait officiellement de l'incapacité d'Édouard à gérer ses propres biens. « Marthe, » dit Édouard, en essayant de garder sa voix calme, « sais-tu si Isabelle a mis quelque chose de différent dans ma nourriture ou ma boisson ?» La gouvernante hésita, puis hocha gravement la tête. « Je me doutais de quelque chose comme ça. Elle insiste pour préparer personnellement votre jus du matin et votre thé du soir. Elle disait que c'était pour s'assurer qu'ils étaient faits exactement comme le médecin l'avait recommandé. Mais hier, j'ai trouvé des comprimés étranges cachés dans la cuisine. » Édouard continua de lire les messages. Le plan était encore plus élaboré qu'il ne l'imaginait. Richard n'était pas seulement un escroc individuel. Il faisait partie d'une organisation spécialisée dans l'identification d'hommes riches et vulnérables pour ensuite utiliser des femmes séduisantes pour s'approcher d'eux et exécuter des escroqueries sophistiquées d'appropriation de patrimoine. Édouard n'était pas sa première victime. Les messages révélaient qu'elle avait exécuté le même stratagème avec au moins 2 autres hommes au cours des 10 dernières années. Un homme d'affaires de Lyon avait perdu 12 millions avant de découvrir la supercherie. Un autre, un médecin de Bordeaux, avait vu sa clinique et ses économies complètement siphonnées avant que la justice n'intervienne. Édouard est la cible la plus prometteuse jusqu'à présent, écrivait Isabelle dans un message à Richard. Son patrimoine est substantiel et il me fait entièrement confiance. Si tout se passe comme prévu, nous pouvons extraire au moins 20 millions avant que quelqu'un ne se doute de quelque chose. Édouard prit une profonde inspiration
et montra quelques-uns des messages à Marthe, qui les lut avec une expression de choc croissante. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Madame Isabelle, comment peut-elle faire une chose pareille? Marthe, j'ai besoin de ton aide, dit Édouard. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose d'important. Mon amnésie n'est pas réelle. J'ai tout simulé pour découvrir si Isabelle m'aimait vraiment ou si elle avait d'autres raisons d'être avec moi. » Marthe le regarda avec une surprise momentanée, puis hocha la tête comme si tout prenait enfin son sens. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Vous n'avez jamais autant changé de personnalité, même avec une perte de mémoire. » Édouard expliqua rapidement son plan initial et comment la situation avait évolué bien au-delà de ses attentes initiales. Maintenant, il n'avait pas seulement affaire à une épouse intéressée, mais à des criminels professionnels. « Nous allons rassembler toutes les preuves possibles, » dit-il, « et ensuite nous allons préparer un piège qui exposera toute cette opération. » Au cours des jours suivants, Édouard et Marthe travaillèrent discrètement pour collecter des preuves. Marthe photographia les médicaments cachés dans la cuisine et nota toutes les heures où Isabelle préparait personnellement les boissons d'Édouard. Édouard feignit de continuer à prendre les jus et les thés, mais les jetait secrètement, les remplaçant par des versions qu'il préparait lui-même. Le changement fut immédiat. Sans les médicaments provoquant une confusion artificielle, Édouard se sentait plus alerte et concentré, bien qu'il continua à jouer les symptômes de désorientation en présence d'Isabelle. Édouard contacta également secrètement le docteur Henri, lui expliquant toute la situation et demandant son aide pour exposer le plan criminel. Henri fut choqué par l'élaboration de la fraude, mais accepta immédiatement de collaborer. « Nous allons tout documenter médicalement, » dit Henri. « Je vais faire des analyses de sang pour détecter les substances qu'on t'administrait et nous allons créer un dossier médical qui prouve ta parfaite capacité mentale. » C'est également au cours de cette semaine que Marthe fit une découverte encore plus troublante. En nettoyant la chambre principale, elle trouva un carnet caché au fond d'un tiroir de sous-vêtements d'Isabelle. « C'est comme un journal intime, » expliqua Marthe en tendant le carnet à Édouard. « Mais ce n'est pas un journal normal. C'est comme si elle documentait une opération militaire. » Édouard feuilleta le carnet et eut la nausée en lisant les notes méticuleuses d'Isabelle. Elle avait documenté chaque phase de son approche, chaque technique de manipulation employée, chaque moment où elle testait jusqu'où elle pouvait contrôler ses émotions et ses décisions. Édouard montre une vulnérabilité émotionnelle typique des hommes qui ont réussi et qui ont perdu leur première femme, disait une note datant de quelques mois après leur rencontre. Sa solitude peut être exploitée avec une attention soignée et une affection calculée. Il y avait des pages entières analysant ses habitudes, ses insécurités, ses faiblesses émotionnelles. Isabelle avait étudié Édouard comme un scientifique étudierait un spécimen de laboratoire, identifiant exactement comment le manipuler pour obtenir un bénéfice financier maximal. Une entrée particulièrement cruelle disait « Édouard croit sincèrement que je suis amoureuse de lui. La différence d'âge le rend peu sûr de lui, ce qui facilite la manipulation. Quand je montre de l'affection physique suivie d'un léger retrait émotionnel, il s'efforce encore plus de me plaire. » Technique très efficace. Le journal révélait également qu'Isabelle tenait des registres détaillés de sa routine sociale et professionnelle, identifiant les personnes qui pourraient représenter des menaces pour le plan et développant des stratégies pour l'isoler progressivement des influences extérieures. « Marthe représente un risque potentiel », disait une entrée récente. « Elle connaît Édouard depuis longtemps et pourrait remarquer des incohérences. Je dois trouver un moyen de la renvoyer sans éveiller les soupçons. » Édouard montra ce passage spécifique à Marthe, qui pâlit en le lisant. « Elle prévoyait de me renvoyer ?» demanda la gouvernante. « Probablement. Tu étais le seul lien avec mon passé qu'elle ne pouvait pas contrôler complètement. » Armé de toutes ces preuves, Édouard formula un plan pour exposer définitivement Isabelle et ses complices. Il appela Richard en prétendant être plus confus et désorienté que jamais, soi-disant en raison de l'aggravation de son état. « Richard, j'ai besoin de te parler d'urgence, » dit Édouard d'une voix délibérément tremblante. « J'ai du mal à comprendre des questions financières de base. Je pense que je dois signer ces documents rapidement, avant que mon état ne s'aggrave encore plus. » Richard montra une satisfaction à peine dissimulée en entendant cela. « Bien sûr, Édouard. Que dirais-tu de dîner chez toi demain soir?
Nous pourrons tout revoir tranquillement et finaliser la paperasse. Parfait. Isabelle peut préparer quelque chose de spécial. Faisons-en une célébration. Édouard appela ensuite le docteur Henry et lui expliqua le plan. Le médecin accepta d'être présent à la maison pendant le dîner, caché dans une pièce adjacente, prêt à intervenir au moment opportun. Le soir suivant, l'appartement était prêt pour ce qui serait le dernier acte de la farce d'Isabelle. Édouard avait discrètement installé des caméras de sécurité à des points stratégiques de la salle à manger, avec l'aide d'un technicien de son entreprise qui croyait installer un système de surveillance médicale. Marthe prépara un dîner élégant, mais sous les instructions spécifiques d'Édouard. Elle savait exactement ce qui se passait et était prête pour son rôle dans la révélation finale. Richard arriva à 20 heures précises, accompagné de Lucas et d'un troisième homme qui se présenta comme le docteur Leroy, le neurologue censé donner un deuxième avis médical sur l'état d'Édouard. Isabelle était radieuse, vêtue d'une élégante robe bleu marine, se comportant comme l'épouse parfaite recevant des invités importants. Sa performance était impeccable, mais Édouard pouvait maintenant voir la fausseté derrière chaque sourire, chaque geste affectueux. Pendant le dîner, la conversation dériva naturellement vers les questions d'investissement. Le docteur Leroy, qui semblait avoir une 50aine d'années et portait d'épaisses lunettes, examina Édouard avec une fausse attention professionnelle. « Édouard, » dit le docteur Leroy après quelques minutes d'observation, « je dois être franc avec vous. Votre état neurologique se détériore clairement. Il est essentiel que vous organisiez vos affaires financières tant que vous avez encore une certaine capacité de compréhension. » « C'est ce que j'essaie de lui expliquer, » intervint Isabelle avec une inquiétude théâtrale. « Il doit signer ces documents avant qu'il ne soit trop tard. » Richard posa les papiers sur la table, tous marqués de petites étiquettes colorées indiquant où Édouard devait signer. « Ce ne sont que des formalités, » expliqua-t-il, « des investissements que vous aviez déjà approuvés, attendant simplement votre signature pour être exécutés. » Édouard prit le stylo avec une main légèrement tremblante, feignant l'effort mental de comprendre les documents. « Tout est très confus, » murmura-t-il, « mais je vous fais confiance. Si Isabelle dit que c'est le mieux pour nous, » c'est à ce moment qu'Édouard changea complètement de ton et de posture. « En fait, » dit-il d'une voix ferme et claire, « je fais plus confiance à ceci. » Édouard sortit de sa mallette des copies de tous les messages du téléphone secret, des photographies des médicaments, des pages scannées du journal d'Isabelle, et le rapport médical authentique attestant de sa parfaite capacité mentale. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Isabelle pâlit instantanément. Richard laissa tomber le stylo qu'il tenait. Lucas s'étouffa avec son vin, et le docteur Leroy tenta de se lever de table. « Asseyez-vous, » dit Édouard avec autorité. « La soirée n'est pas encore terminée. » Le docteur Henry entra dans la pièce à ce moment-là, suivi de 2 détectives privés qu'Édouard avait engagé pour documenter la réunion et être prêt à intervenir si nécessaire. « Bonsoir », salua Henri les escrocs abasourdis. « Je suis le docteur Henri Dubois, le neurologue responsable du véritable cas d'Édouard, et je peux confirmer que sa capacité mentale est parfaite et l'a toujours été. » Édouard regarda directement dans les yeux d'Isabelle, qui avait complètement perdu son sang-froid, et le regardait avec un mélange de haine et de désespoir. « 5 ans, » dit-il calmement. « 5 ans à vivre aux côtés d'une étrangère. Une actrice professionnelle spécialisée dans la manipulation émotionnelle et l'appropriation de patrimoine. »« Édouard, je peux expliquer... » commença Isabelle, mais il l'interrompit. « Il n'y a rien à expliquer. Ton journal a tout très bien documenté. Chaque technique de manipulation, chaque moment calculé d'affection feinte, chaque stratégie pour m'isoler et me contrôler. » Richard tenta une dernière carte. « Édouard, tu fais une erreur. Ces documents sont légitimes. Des documents avec des dates incohérentes, des références à des législations inexistantes et des signatures falsifiées ?» répondit Édouard. « Je crois que la police sera très intéressée par l'analyse de vos opportunités d'investissement. » C'est à ce moment que les autorités, préalablement contactées par Édouard, arrivèrent à l'appartement. Isabelle, Richard, Lucas et le faux docteur Leroy furent arrêtés pour tentative d'escroquerie, association de malfaiteurs et administration de substances toxiques sans consentement.
Tandis que les criminels étaient emmenés, Édouard regardait par la fenêtre du salon les lumières de Paris briller, dans la nuit. Il ressentait un étrange mélange de soulagement et de profonde tristesse. Il avait découvert la vérité qu'il cherchait, mais le prix émotionnel était dévastateur. « Monsieur Édouard, » dit doucement Marthe en s'approchant de lui, « vous avez fait ce qu'il fallait. »« Je sais, Marthe, mais ça ne le rend pas moins douloureux. » Dans les jours qui suivirent, Édouard dut reconstruire entièrement sa vie. L'enquête policière révéla qu'Isabelle et sa bande avaient fait au moins une douzaine de victimes parmi des hommes dans différentes régions de France, s'appropriant des millions de patrimoine grâce à des stratagèmes similaires. Le divorce fut traité rapidement, étant donné le volume de preuves criminelles. Édouard récupéra tous les biens qui avaient été transférés sur des comptes contrôlés par Isabelle, mais il savait qu'aucune somme d'argent ne pourrait réparer les dommages émotionnels. La révélation publique de l'affaire fit grand bruit dans les médias, mais Édouard géra tout avec dignité et discrétion. Plus important que l'exposition médiatique était ce qu'il allait faire du reste de sa vie. C'est lors d'une conversation avec le docteur Henry, quelques semaines après le procès, qu'Édouard prit une décision qui allait changer le cours de son existence. « Henry, dit-il, j'ai passé 5 ans de ma vie à être manipulé par quelqu'un qui a étudié chaque aspect de ma personnalité pour m'exploiter. Combien d'autres personnes vivent des situations similaires, sans même s'en douter? Probablement plus que nous ne voudrions l'imaginer, répondit le médecin. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais créer une fondation pour aider les victimes de manipulations émotionnelles et de fraudes affectives. Je veux transformer cette expérience terrible en quelque chose qui puisse aider d'autres personnes. » Édouard vendit l'appartement où il avait vécu avec Isabelle, ainsi que presque tous les biens qui lui rappelaient cette période. Il ne conserva que son entreprise principale, transférant la gestion opérationnelle à des associés de confiance et déménagea dans une ville plus petite, à Aix-en-Provence. Là, il établit la Fondation Nouveau Départ, une organisation dédiée au soutien des victimes de manipulations psychologiques, d'abus émotionnels et de fraudes affectives. La Fondation offrait un soutien psychologique, des conseils juridiques et des programmes de réinsertion sociale pour les personnes qui avaient été exploitées par des partenaires manipulateurs. Marthe choisit d'accompagner Édouard dans sa nouvelle vie. Avec le soutien de la Fondation, elle ouvrit un petit café au centre-ville qui devint rapidement un lieu de rencontre pour la communauté locale et pour les personnes aidées par l'organisation. Le partenariat entre Édouard et Marthe évolua naturellement vers une amitié profonde et sincère, basée sur la confiance mutuelle et des expériences partagées. Il n'y avait pas de masque, pas de manipulation, juste l'affection honnête de 2 personnes qui avaient affronté ensemble une situation extraordinaire. 2 ans plus tard, Édouard était dans son bureau à la Fondation lorsqu'il reçut une lettre d'une femme de Marseille qui avait découvert que son mari, depuis 15 ans, maintenait une fausse identité et s'était approprié leurs économies familiales. Elle avait lu un article sur la Fondation Nouveau Départ dans un journal et demandait de l'aide. Édouard sourit en lisant la lettre. Ce n'était pas un sourire de tristesse ou d'amertume, mais de dessein renouvelé. Chaque personne que la Fondation aidait représentait une victoire sur les manipulateurs et les exploiteurs qui profitaient de la bonne foi des autres. Il avait perdu 5 ans de sa vie dans une relation basée sur des mensonges et l'intérêt financier. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la capacité d'aider les autres à reconnaître et à échapper à des situations similaires, et l'opportunité de construire des relations sincèrement basées sur l'honnêteté et le respect mutuel. Cet après-midi-là, Édouard se promenait dans les rues tranquilles de sa nouvelle ville lorsqu'il s'arrêta devant le café de Marthe. À travers la fenêtre, il pouvait voir certaines des personnes que la Fondation aidait, discutant calmement, souriant pour la première fois après des mois ou des années de manipulation et d'abus émotionnels. Il avait appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours préférable à la plus belle des illusions, et que le véritable amour ne pourrait jamais être construit sur des mensonges, aussi bien élaborés soient-ils. Édouard entra dans le café, salua Marthe d'une chaleureuse accolade et s'assit pour prendre un café avec des gens qui, comme lui, avaient découvert qu'il était possible de reconstruire sa vie après la trahison et la désillusion. Des gens qui avaient appris que la confiance, une fois brisée, pouvait être reconstruite, mais seulement sur des bases véritablement solides.
Si cette histoire d'Édouard et son parcours de découverte ont touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un pouce bleu pour que nous puissions atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre des messages d'espoir et de nouveaux départs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos narrations, car chaque jour, nous apportons des histoires qui révèlent la complexité des relations humaines et la force que nous trouvons pour surmonter les situations les plus difficiles. Commentez ci-dessous quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une situation similaire. Vos mots peuvent être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour trouver le courage de chercher la vérité dans sa propre vie. On se voit au prochain épisode avec toujours plus d'histoires qui nous font réfléchir sur les mystères du cœur humain.